Madame la présidente de la Fondation Bettencourt-Schuller, chère Françoise Bettencourt-Meyers, Madame la présidente de l'Académie des sciences, chère Françoise, Mesdames, Messieurs en vos titres en fonction, chers et chers collègues, Mesdames, Messieurs, cher Pascal Senela. C'est un très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici ce soir dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège de France et aussi derrière vos écrans pour l'inauguration de la 19e édition de la chaire annuelle Innovation technologique Liliane Bettencourt. Donc l'année prochaine, ce sera le 20 ans, il faudra qu'on imagine quelque chose. Cette chaire, créée en 2006, marque la volonté commune du Collège de France et de la Fondation Bettencourt-Schuller de mettre en valeur l'importance des travaux consacrés à l'innovation technologique. L'innovation se caractérise d'une part par sa dimension interdisciplinaire et d'autre part par la capacité de certains chercheurs et chercheuses à développer des applications utiles à la société ainsi qu'à créer un dialogue entre le monde académique et le monde industriel. La Fondation Bettencourt-Schuller poursuit à travers cette chaire son objectif de soutien à une recherche scientifique d'excellence dans des domaines aux confins de la recherche fondamentale et de l'innovation. Et le Collège de France tient à honorer la mémoire de Madame Liliane Bettencourt, dont la chaire porte le nom, et qui, au travers de la Fondation Bettencourt-Schuller, mécène du Collège de France, a largement œuvré à la création et aussi à la longévité de cette chaire. Comme vous le savez, je pense que vous le savez, les Nations Unies ont proclamé 2025 l'année internationale de la science et de la technologie quantique, année qui marque le 100e anniversaire du développement initial de la mécanique quantique. Le Collège de France et la Fondation Bettencourt-Schuller ont souhaité s'inscrire dans les activités visant à sensibiliser le public à l'importance de la science et des applications quantiques. Je vous rappelle par ailleurs l'exposition L'Atelier quantique, regard artistique sur l'infiniment petit, qui accueillera le public jusqu'au 8 janvier et que vous pouvez visiter à l'issue de cette leçon inaugurale dans le foyer. Les dernières décennies de la recherche en physique quantique, appliquée à des systèmes très variés, allant de la lumière aux composants semi-conducteurs et supraconducteurs, en passant par les atomes, ont progressivement permis de manipuler des systèmes quantiques élémentaires et de mettre en évidence puis de maîtriser la superposition quantique et l'intrication. Il est aujourd'hui possible de générer la lumière photon par photon, de synthétiser la matière artificielle atome par atome, de sculpter des atomes artificiels avec les outils de la microélectronique, d'intriquer photons et atomes naturels et artificiels. Ces avancées scientifiques permettent aujourd'hui de développer les premières applications exploitant l'intrication et la superposition. Et nous avons la grande chance d'avoir pu inviter pour cet enseignement sur la physique quantique Mme Pascale Senelard, directrice de recherche au CNRS, au Centre de nanosciences et de nanotechnologie, Université Paris-Saclay. Mme Senelard est également professeure chargée de cours à l'École polytechnique et conseillère scientifique de la start-up Candela, créée en 2017, dont le but est de mettre la lumière au service des technologies de demain. Et cette start-up est un leader européen du calcul quantique photonique. Les recherches de Mme Senelard sur les boîtes quantiques semi-conductrices permettent de développer, grâce aux photons qu'elles génèrent, des outils de calcul et de communication quantique. Maintenant, c'est le petit passage sur les religions. Dans toutes les religions et tous les systèmes philosophiques, la lumière joue un rôle central. Et comme vous le savez, selon la Bible, l'œuvre du Dieu créateur commence par la lumière. Et ce sont justement les technologies quantiques à la base de lumière qui jouent un rôle central dans les recherches de Pascal Senelard et ses équipes. Je cite ici un article du journal Le Monde qui dit que la start-up Candela a mis en place, je cite, une source de photons miraculeuse. Donc on est dans le miracle. Une source quasi unique au monde de grains de lumière qui permettent d'alimenter les calculateurs quantiques. Les travaux de Pascal Senelard ont été récompensés par la médaille d'argent du CNRS, le Grand Prix Merger-Bourdet de l'Académie des sciences, le Grand Prix Jean Richard de la Société française de physique, et vous êtes également officier de l'Ordre national du mérite. Vous avez été élu membre de l'Académie des sciences en 2022 et de l'Académie des technologies en 2024.
Et vous êtes membre du Conseil présidentiel pour la science depuis 2023. Et la même année, vous avez été élu personnalité scientifique de l'année par France Canton. Ah, vous ne savez pas? C'est ce que j'ai lu après. Voilà. Votre leçon inaugurale, vous le voyez, est intitulée « Le début d'une seconde révolution quantique ». Et vous allez nous montrer qu'il s'agit là, et j'espère, d'un domaine où une certaine poésie et esthétique se mêlent au quotidien à des ambitions scientifiques, mais aussi à une concurrence intense. Je vous souhaite la bienvenue ici au Collège de France et nous sommes impatients de vous entendre. Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, Madame Bettencourt-Meyers, Messieurs Meyers, chers parents, chers amis, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je reviendrai à la fin de cette leçon sur le caractère improbable de me retrouver devant vous ce soir au Collège de France. Cette institution prestigieuse a longtemps été éloignée de mon univers. Il se passe des choses. Mes amis et mes proches ont pu me dire que j'avais l'habitude de ce genre de situation. C'est pourtant un trac inédit qui m'habite ce soir au seuil de cet exercice. Le domaine scientifique de cette leçon inaugurale est la mécanique quantique, une science qui a révolutionné notre compréhension du monde depuis plus d'un siècle et qui a bouleversé notre quotidien probablement comme nul autre. Les enseignements du Collège de France ont reflété cette aventure scientifique à travers les cours de physiciens célèbres comme Serge Haroche, Michel Devoré ou Jean Dalibard, pour ne citer que les plus récents. C'est donc avec une grande humilité que je vais tenter de contribuer à mon tour dans le cadre de la chaire annuelle d'innovation technologique Liliane Bettencourt. L'UNESCO a déclaré l'année 2025 année des sciences et technologies quantiques, année internationale des sciences et technologies quantiques. Il s'agit de mettre en lumière tout au long de l'année, comme nous le faisons ce soir, la mécanique quantique et de reconnaître son apport à nos sociétés. L'UNESCO dit pourtant, 100 ans après les premiers développements de la mécanique quantique, notre exploration de son impact sur la société ne fait que commencer. Les sciences et technologies quantiques progressent à un rythme sans précédent. Nous sommes en effet, depuis une vingtaine d'années, capables de mettre en évidence et de contrôler les concepts les plus subtils de la mécanique quantique, ouvrant ainsi la voie au développement de nouvelles applications. Je veux ici témoigner du bouleversement profond que notre communauté traverse depuis quelques années. Des chercheurs, qui avaient sciemment fait le choix d'une recherche fondamentale non finalisée, se lancent dans la création d'entreprises, comme le reflète cette courbe qui recense les sociétés dédiées aux nouvelles technologies quantiques créées au niveau mondial depuis le début du siècle. Passer du monde académique à la création d'entreprises fait partie de la culture dans certains pays, et notamment aux États-Unis. Mais ce n'était pas le cas en France jusqu'à très récemment. Je fais partie de ceux qui ont franchi ce pas, depuis que nous avons créé, en 2017, la société Candela, avec Niccolò Scomaschi et Valérie Angies. Nous avions alors développé un composant qui permet de générer des photons un par un de façon efficace. C'est un objet qui était attendu depuis longtemps, car le photon tient une place de choix dans le développement des technologies quantiques modernes. Franchir le pas vers l'innovation et la création d'entreprises était pour nous motivé par une plus grande curiosité scientifique. Nous souhaitions mettre nos technologies à disposition d'autres scientifiques pour leur permettre d'aller plus loin dans leurs recherches. À l'époque, l'écosystème de la valorisation français découvrait ces nouvelles technologies, avec les défis liés à un domaine émergent où le fameux marché n'existe pas encore et est à construire. 8 ans plus tard, l'écosystème des startups du quantique français est de tout premier plan au niveau international. C'est une véritable révolution pour notre communauté qui évolue maintenant dans un environnement où science, technologie et innovation se côtoient au quotidien. Dédier la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt à ces technologies quantiques émergentes illustre cette dynamique en marche au niveau international. Je tiens ici à témoigner ma très grande reconnaissance envers Jean Dalibard
pour avoir pensé à moi pour cette mission et pour avoir présenté ma candidature. Je suis très honorée de la confiance qui m'est ainsi faite par l'Assemblée des professeurs du Collège de France. Mes sincères remerciements également à la Fondation Bettencourt-Schuller pour le soutien apporté à cette chaire. C'est donc cet univers scientifique et technologique en pleine ébullition que je souhaite décrire lors de mes enseignements et dont je vais vous donner un aperçu ce soir. Je vais commencer par un court préambule portant 2 messages qui définissent et jalonnent cette leçon inaugurale. Richard Feynman, un prix Nobel de physique en 1965, disait « Je pense pouvoir dire sans risque que personne ne comprend la mécanique quantique ». Il soulignait ainsi que la mécanique quantique contredit tellement nos intuitions que la compréhension intuitive au sens humain n'est pas accessible. Cette affirmation, j'en conviens, n'est pas pour rassurer le public non initié ce soir. Symétriquement, tout spécialiste du domaine connaît la difficulté que représente l'exercice d'éclairer le néophyte sur cette science étrange, sans prononcer de contre-vérité, ni trahir ses lois fondamentales. Alors, pour nous détendre collectivement, j'ai choisi d'emprunter ici la couverture d'un recueil de leçons de Jean-Louis Badevant, qui nous a quittés cette année et qui a été mon premier professeur de mécanique quantique à l'École polytechnique en 1994. Jean-Louis Badevant maîtrisait cet exercice d'équilibriste entre rigueur scientifique et image aidant à la compréhension d'une façon remarquable et célébrée par ses nombreux élèves. Sur cette couverture, nous voyons Jean-Louis Badevant avec un chat. Sur le tableau noir, derrière lui, une équation, CV plus CM sur racine de 2, qui décrit l'état de ce pauvre chat. C'est le fameux chat de Schrödinger. Il faut en effet comprendre CV, chat vivant, plus CM, chat mort, sur racine de 2. Ce chat, vivant et mort à la fois, comme illustré également par Ciné pour le recueil de leçons de Jean-Louis Badevant, représente la superposition quantique, une des idées les plus saugrenues que la mécanique quantique ait introduite et qui est si difficile à appréhender. Pour détendre l'étudiant débutant, Jean-Louis Badevant avait lui-même esquissé un autre dessin de chat, le charabia, pour illustrer la sensation ressentie quand on est exposé pour la première fois à cette notion. Alors, dans la suite de mon exposé, je vais ce soir m'efforcer de ne pas prononcer trop de charabia pour le public non initié, mais essayer de rester rigoureuse. La seconde image que je partage avec vous est une photographie du grand radiotélescope de la station de radioastronomie de Nançay, au lieu de recherche scientifique au cœur de la Sologne, pays de mon enfance, et qui m'a ouvert les portes vers la recherche à l'adolescence. Cet instrument gigantesque, où 2 miroirs de dizaines de mètres de hauteur et centaines de mètres de longueur se font face, permet d'étudier les astres du cosmos. Cet édifice, dont on célèbre cette année les 60 ans, résultat d'ingénierie remarquable, a permis les études les plus fondamentales sur les comètes, les pulsars et tout dernièrement les ondes gravitationnelles. J'ai toujours porté une très grande admiration pour les ingénieurs capables de construire de tels édifices. Admiration encore plus grande quand cette virtuosité est mise au service de la science. Ce radiotélescope est pour moi une véritable illustration, une formidable illustration du lien étroit entre science et technologie. Bien sûr, ce qui nous intéresse ce soir n'est pas l'infiniment grand, mais plutôt l'infiniment petit. Mais nous le verrons, mettre en évidence les lois de la mécanique quantique a toujours résulté d'un mariage fécond entre science, ingénierie et technologie. Alors, avant de me lancer dans la description des concepts les plus avancés de la mécanique quantique que nous étudions aujourd'hui et exploitons pour faire de nouvelles applications, je vais d'abord revenir sur la révolution technologique que nous avons vécue au XXe siècle grâce aux apports de la mécanique quantique. Le premier concept introduit par les fondateurs de la mécanique quantique au début du XXe siècle est celui de dualité onde-corpuscule. La question que l'on se pose ici, c'est comment un système physique se comporte s'il est de nature corpusculaire, s'il se comporte comme une particule ou s'il se comporte comme une onde. Pour prendre cet exemple, pour illustrer cette différence, je prends la fameuse expérience des fentes Young, proposée par le physicien Thomas Young. Je prends ici à gauche l'exemple de la situation si on considère un système comme une particule. Donc cet objet ici envoie des particules. Vous pouvez visualiser une machine qui envoie des balles de tennis.
dans un mur percé de 2 fentes. Les balles de tennis se comportant comme des particules, elles vont passer soit par la fente de gauche, soit par la fente de droite, soit rester simplement de ce côté du mur. Et si nous avons un écran derrière qui enregistre les impacts de ces balles, nous allons en fait avoir 2 taches un peu floues qui sont en fait la signature des balles qui sont passées d'un côté ou de l'autre. Si nous considérons maintenant un système physique comme une onde, comme l'onde qui se propage à la surface d'un étang, eh bien vous voyez ici que le système physique va pouvoir passer par les 2 fentes à la fois. À la sortie des 2 fentes, nous avons la naissance de 2 ondes secondaires, comme celles que vous voyez ici, toujours à la surface d'un étang. Et ces ondes vont s'ajouter ou se soustraire, suivant qu'elles sont en phase ou en position de phase, pour créer ce motif très particulier. Cette fois-ci, sur le mur, si l'on enregistre le signal, nous n'avons plus simplement 2 taches, mais une infinité de taches qui résultent de ces franges d'interférence. Alors, le physicien Thomas Young, au début du XIXe siècle, a fait cette expérience avec la lumière et montré ainsi que la lumière se comporte comme une onde. Pourtant, au début du XXe siècle, les physiciens n'arrivent pas à expliquer un certain nombre de phénomènes physiques en considérant la nature ondulatoire de la lumière. C'est le cas en particulier de Max Planck, qui essaye de résoudre le problème qu'on appelle le rayonnement du corps noir. C'est ce problème où l'on regarde le spectre d'émission d'un corps chauffé à très haute température, comme la lave qui émet dans le rouge ou les étoiles qui émettent dans le bleu. Pour comprendre ces observations, Max Planck fait l'hypothèse que la lumière se comporte également de manière corpusculaire, qu'il y a des quantités irréductibles de lumière qui sont émises paquet par paquet. Quelques années plus tard, Einstein fait une hypothèse similaire pour expliquer un autre effet physique, l'effet photoélectrique qui décrit la capacité de la lumière à arracher des électrons à un métal. Et petit à petit, ainsi, au début du XXe siècle, commence à apparaître l'idée que la lumière serait à la fois une onde, comme on le savait déjà, mais également une particule. En 1924, Louis de Broglie fait une proposition, je dirais, symétrique, en faisant l'hypothèse que les objets que nous considérions comme des particules à l'époque, comme l'électron ou l'atome, se comportent également comme une onde. Et finalement, vous voyez qu'à la fin du premier quart du XXe siècle, l'idée que tout système physique se comporte à la fois comme une onde et une particule commence à s'installer. C'est ainsi que Niels Bohr, en 1922, propose un modèle pour expliquer les niveaux d'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est un électron qui orbite autour d'un proton. Cet atome d'hydrogène présente dans son émission des raies d'émission très spécifiques, très précises. Et Niels Bohr propose un modèle qui permet d'expliquer cette nature discrète de l'émission de lumière par l'atome d'hydrogène, avec, encore une fois, l'idée que l'électron se comporte comme une onde et que les niveaux d'énergie vont être quantifiés de manière très discrète. Cette dualité onde-corpuscule et comment nous allons pouvoir décrire les systèmes physiques avec cette notion va être formalisée quelques années plus tard par Schrödinger avec cette fameuse équation qui est un pilier du domaine de la physique quantique. C'est la seule équation que je montre ce soir. Je la montre parce que c'est une équation finalement assez simple en apparence et surtout parce que dans les cas les plus simples, eh bien, elle n'est pas très différente de celle que l'on résout pour trouver les résonances d'une corde de guitare. Une corde de guitare, c'est une corde qu'on tient aux 2 bouts et qui ne peut, comme je l'ai illustré ici, admettre que certaines oscillations, ce qui définit la note. Eh bien, mathématiquement, la présence de niveaux d'énergie discrets dans l'atome d'hydrogène n'est pas très éloignée de cette notion d'avoir des résonances précises pour une corde de guitare. Alors les physiciens commencent à pouvoir décrire des systèmes atomiques de plus en plus complexes, et puis ils vont également s'attaquer à un système beaucoup plus complexe qui sont la description des solides. Et c'est également une réussite de la mécanique quantique d'avoir réussi petit à petit à décrire la physique d'un électron dans un solide. Dans un solide, l'électron n'interagit pas simplement avec un noyau, mais avec des milliards et de milliards de noyaux, qui sont organisés, comme je le montre ici, souvent de manière très régulière, dans ce qu'on appelle un cristal. Eh bien, grâce à l'apport de Félix Bloch en 1929, qui a étendu le concept de fonction d'onde pour les solides, il a été progressivement possible de décrire les niveaux d'énergie des électrons dans les solides. Nous avons ainsi, au cours du XXe siècle, des études en parallèle entre la physique atomique et la physique du solide qui permettent de comprendre les systèmes de plus en plus précisément. Alors, du côté de la physique atomique, les physiciens
au fil du temps, affinent leur modèle pour comprendre les niveaux d'énergie dans les atomes. Ils vont réfléchir à comment ces niveaux d'énergie dépendent de la vitesse même de l'atome. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler, qui est bien connu dans le monde classique quand on a un train qui part d'une gare et le son change de fréquence quand il s'éloigne. Ils étudient également comment l'électron dans l'atome interagit avec la lumière, avec un champ magnétique, comment les atomes subissent des collisions, et puis des phénomènes plus subtils liés aux moments magnétiques intrinsèques, microscopiques, attachés aux électrons et aux noyaux. Progressivement, les physiciens obtiennent des connaissances extrêmement poussées des niveaux d'énergie dans les atomes, et je prends ici un exemple emblématique qui est la fréquence entre deux niveaux d'énergie très précis de l'atome de césium-133, qui a une valeur ici connue à 10 chiffres significatifs. Cette valeur, depuis 1967, sert de référence au temps. Elle permet de définir la seconde. Alors cette connaissance de plus en plus poussée des niveaux d'énergie dans les atomes, elle a été possible dans l'histoire par le développement parallèle d'un grand nombre de technologies, dont les lasers, qui ont été de plus en plus précis et stables au fil du temps, mais également des technologies comme le vide, qui permettent de réduire le nombre d'atomes que l'on interroge, ou encore l'électronique, le développement d'électronique de plus en plus fiable. Ainsi, ces études de physique atomique ont donné lieu à des inventions majeures, notamment le laser en 1960 ou l'horloge atomique en 1955. L'horloge atomique, je l'ai déjà mentionné en vous parlant de la référence du temps donnée par l'atome de césium. Et cette horloge atomique, pour illustrer l'impact dans nos vies, vous l'utilisez tous les jours quand vous utilisez la géolocalisation. Vous avez en effet, quand vous cherchez à vous géolocaliser, vous interrogez 4 satellites typiquement qui ont chacun une horloge atomique embarquée et qui envoient chacun un signal et l'instant auquel ils ont envoyé ce signal. La différence de temps entre le moment d'émission et de réception permet au petit récepteur ici de déduire les 3 distances et de réaliser ainsi ce qu'on appelle une triangulation qui permet de déduire la longitude, la latitude, l'altitude. Le 4e satellite est là, bien sûr, pour synchroniser l'horloge de votre récepteur. En parallèle, des progrès similaires ont été réalisés dans le monde de la physique des solides. Il s'est agi là aussi de comprendre comment l'électron, dans un solide, interagit avec la lumière ou interagit avec le champ magnétique. Il y a eu aussi des études plus spécifiques au domaine du solide, par exemple comment l'électron interagit avec des noyaux qui vibrent, ou comment l'électron est influencé par la présence d'une impureté, ou comment il est influencé par la présence du vide au bord du cristal. De la même façon que pour la physique atomique, toutes ces études ont nourri et ont permis le développement de nouvelles technologies. Je vais commencer ici par la microscopie électronique, qui nous permet de voir la matière à l'échelle atomique. L'image que vous voyez ici n'est pas floue, ce n'est pas un problème de pixelisation de l'image que je vous montre. Les petits points brillants sont des atomes individuels que nous sommes capables de voir avec cet appareil. Et vous voyez ici également notre capacité à faire croître des matériaux de manière très précise. J'en ai pour preuve ici la croissance de quelques couches atomiques d'un matériau plus foncé au centre de cette image. Et puis, toutes ces études ont bénéficié également du développement des outils des micro- et nanotechnologies qui permettent de sculpter la matière à l'échelle micro- et nanométrique. Alors, pour rappel, un micron, c'est le 40e de l'épaisseur d'un cheveu, et le nanomètre, c'est 1000 fois plus petit. Eh bien, toutes ces études ont permis petit à petit non seulement de connaître les niveaux d'énergie dans les atomes, mais de le contrôler en utilisant à la fois les outils d'élaboration des matériaux et de nanotechnologie. Nous sommes capables, comme illustré ici, non seulement de décider des niveaux d'énergie des électrons dans les solides et de fabriquer donc des systèmes quantiques artificiels. Ce domaine de recherche a également donné lieu à des inventions absolument majeures, comme le transistor en 1948 ou le laser semi-conducteur en 1962, et finalement tout le domaine de la microélectronique et de l'optoélectronique. L'optoélectronique, c'est la microélectronique qui émet ou reçoit de la lumière. Ces 2 grandes familles de recherche au XXe siècle ont permis petit à petit, au fil du temps, d'adresser des systèmes de taille de plus en plus petite. Du côté des atomes, des nuages d'atomes de plus en plus petits, du côté de la matière condensée ou de la physique des solides, des systèmes également de plus en plus petits, pour, à l'orée du XXIe siècle, converger
vers des capacités à étudier des systèmes quantiques individuels qui nous permettent d'observer des concepts plus avancés de la mécanique quantique. Et ce sont ces concepts-là qui nous intéressent pour la deuxième révolution quantique. Le premier de ces concepts, nous l'avons déjà rencontré ensemble ce soir, c'est la superposition quantique. C'est le fameux chat de Schrödinger. Nous l'avons également vu d'un point de vue un peu plus physique quand j'ai décrit cette situation où un système physique se comportant comme une onde passe par les deux fentes à la fois. Si je mets un label 0 sur la fente de gauche et 1 sur la fente de droite, cette image décrit notre capacité à mettre un système physique dans une superposition de 0 et de 1. Alors c'est ainsi que nous passons du bit d'information classique, qui ne prend des valeurs pour valeur que 0 ou 1. En effet, dans les transistors actuels qui sont au cœur de nos ordinateurs, le transistor, ce n'est rien d'autre qu'un interrupteur de taille nanométrique. Il peut laisser ou ne pas laisser passer le courant, et donc on a deux positions possibles, 0 ou 1. Eh bien, la superposition quantique nous permet de d'utiliser la superposition pour encoder l'information dans des superpositions arbitraires, alpha 0 plus bêta 1. Pour illustrer la rupture technologique que cela représente, j'ai ici esquissé la surface du globe. En informatique classique, finalement, on encode l'information seulement sur le pôle sud ou le pôle nord. Et en informatique quantique, nous allons pouvoir encoder l'information sur toute la surface du globe. Une façon encore plus concrète de voir la rupture conceptuelle que cela représente, c'est de considérer le nombre de paramètres auxquels j'ai accès en utilisant 16 bits d'information quantique, alors on dit souvent qubits pour être plus compact, ou 16 bits d'information classique. Avec 16 bits d'information quantique, je suis capable de présenter devant vous cette image de chat constituée de 256 par 256 pixels de couleur absolument arbitraire. Vous voyez qu'avec 6 bits d'information classique, j'ai maintenant une image avec 4 par 4 pixels qui sont soit noirs, soit blancs. C'est plus difficile de reconnaître le chat. Le deuxième concept majeur qui nous intéresse pour la deuxième révolution quantique, c'est l'intrication quantique. C'est une situation physique dans laquelle on décrit le destin de deux particules qui vont avoir un destin commun mais aléatoire. J'aime prendre cette image des pièces de monnaie pour commencer. Des pièces de monnaie, on les lance, elles tombent sur pile, sur face ou sur la tranche de manière aléatoire. En mécanique quantique, nous sommes capables de mettre deux pièces de monnaie dans un état tel que, si je les lance, elles vont toutes les deux tomber sur pile, toutes les deux tomber sur face, ou toutes les deux tomber sur la tranche, mais exactement de la même façon. Il nous est impossible de savoir de quel côté les pièces vont tomber, mais on sait qu'elles vont tomber exactement de la même façon. Alors évidemment, ce phénomène d'intrication que je décris là ne se manifeste pas avec des pièces de monnaie, qui sont des systèmes beaucoup trop gros, mais plutôt avec des photons. Je vais prendre maintenant un exemple plus proche de nos expériences, où je vais prendre une source, un composant qui émet des paires de photons, qui sont à la fois dans l'état bleu et vert. Si nous interrogeons le système, eh bien nous allons trouver ces deux photons tous les deux bleus, ou tous les deux verts, ou tous les deux dans une combinaison de bleu et de vert, mais exactement la même. Alors ces concepts, ces phénomènes de superposition quantique et d'intrication, nous pouvons les mettre en évidence depuis que nous sommes capables de contrôler des systèmes quantiques individuels. Et cette capacité a été magnifiquement illustrée par les prix Nobel de physique de ces 20 dernières années. Je vais prendre l'exemple d'abord du prix Nobel de 2012, décerné à Serge Haroche, professeur au Collège de France, et à David Wineland, précisément pour leur capacité à contrôler des systèmes quantiques individuels. Aux États-Unis, dans le groupe de David Wineland, il s'agissait de contrôler des atomes privés d'un électron unique par des photons, et ici, au Collège de France, de contrôler des photons uniques avec des atomes. En 2022, le prix Nobel de physique a été décerné à notre compatriote Alain Aspect et John Clauser et Anton Zeilinger pour leurs travaux sur l'intrication et la preuve d'absence de variables cachées. Alors, que veux-je dire par cela ? Eh bien, quand vous êtes physicien et que vous trouvez une loi qui dit que le résultat d'une mesure va être aléatoire, vous êtes légitimement en train de vous demander s'il ne manque pas quelque chose à l'histoire. Si finalement vous n'êtes pas comme le public face à un magicien et sans connaître ses astuces. Il y avait l'idée, notamment portée par Einstein, que cette mécanique quantique était incomplète et que si l'apparence du résultat était aléatoire, c'était en fait parce qu'il existait des variables cachées expliquant
en réalité les phénomènes. Eh bien, l'expérience réalisée par Alain Aspect et ses collaborateurs en 1982 à Orsay a montré qu'il n'en était rien et que la physique quantique était bien complète et que Dieu jouait vraiment au dé, comme le disait Einstein. Alors, ces phénomènes d'intrication et de superposition sont mis en évidence avec des systèmes quantiques individuels, comme je viens de l'illustrer. Je vous montre ici la capacité de piéger des ions. Des ions, c'est des atomes privés d'un électron, et même de les mettre en mouvement d'une certaine façon. Il est aussi possible aujourd'hui de mettre des atomes, les petits points verts ici sont des atomes individuels, positionnés grâce à des pinces laser, c'est des lasers qui permettent de positionner les atomes, et de les mettre dans une forme arbitraire, ici, par exemple un ballon de foot, mais bien sûr on peut faire des formes plus intéressantes pour des études physiques. Et puis nous sommes également maintenant capables de générer des photons à part 1 et de les manipuler. En parallèle de ces développements sur les systèmes naturels, les particules élémentaires, que sont les atomes, les électrons ou les photons, comme je l'ai déjà esquissé, nous sommes maintenant capables de contrôler des systèmes quantiques artificiels. C'est ce qu'a récompensé le prix Nobel de physique 2025, décerné hier soir à Stockholm, à John Clark, le français Michel Devoré et John Martini. Il s'agissait ici d'observer des phénomènes physiques comme l'intrication et la superposition, non plus sur des systèmes individuels, mais sur des circuits développés grâce aux outils de la microélectronique et de la physique du solide que je vous ai présenté avant, exploitant ici les matériaux supraconducteurs. Ainsi, ce prix Nobel signe le début de notre capacité à manipuler des systèmes quantiques individuels, et c'est bien le cas, notamment avec les circuits supraconducteurs, mais également avec des circuits fabriqués dans le silicium, qui est le matériau roi de l'optoélectronique, ou encore avec des défauts précis, bien contrôlés dans le diamant, ou encore avec les objets que nous étudions, nous, au laboratoire, qui sont des atomes artificiels dans les matériaux semi-conducteurs. Alors avant de vous présenter maintenant les applications que collectivement nous cherchons à développer avec l'intrication et la superposition et tous ces systèmes physiques que je viens de vous présenter, je veux commenter sur la fragilité de la superposition quantique. En effet, le fameux chat de Schrödinger, l'histoire dit que si vous cherchez à savoir s'il est vivant ou mort, que vous ouvrez la boîte, eh bien, il va être soit mort, soit vivant. Et vous ne le trouverez plus dans cet état quantique superposé. Cette mesure, ici volontaire, eh bien, dans nos systèmes quantiques, elle se produit également, bien sûr, quand on s'interroge le système, mais aussi malheureusement de manière involontaire, car en effet, nos systèmes quantiques, si nous sommes capables de les mettre dans des états superposés ou intriqués, ils sont malgré tout couplés à un environnement classique, les fluctuations magnétiques, des vibrations, des fluctuations électriques, et finalement, tous ces phénomènes interrogent notre système de façon involontaire et conduisent à fragiliser la superposition quantique. Et donc le travail des physiciens de notre domaine, c'est de comprendre toutes ces interactions entre notre système quantique et tout ce qui l'entoure, et puis de trouver une façon de l'isoler de cet environnement pour restituer, pour garder la superposition quantique le plus longtemps possible. Je vais maintenant pouvoir aborder les applications qui sont en cours de développement avec ces concepts de superposition et d'intrication et qui signent le début d'une seconde révolution technologique. Je vais commencer par l'application la plus emblématique, celle qui est la plus médiatisée, le fameux ordinateur quantique dont vous avez probablement déjà entendu parler. Pour faire cette illustration, je vais considérer le problème d'un labyrinthe. Un labyrinthe dont on cherche à trouver le chemin entre l'entrée et la sortie. On va encoder sur un bit d'information la position d'un personnage qui essaiera de trouver la sortie de ce labyrinthe. Dans le cas du bit d'information classique, le petit personnage, ne pouvant choisir, n'ayant que 2 choix à chaque intersection, va pouvoir explorer le labyrinthe comme ceci, séquentiellement, rebrousser chemin et finalement explorer tout le labyrinthe de manière séquentielle. Cela sera fastidieux, comme pour tout humain qui est dans un labyrinthe et qui cherche à trouver la sortie. Et bien sûr, si maintenant j'introduis le concept de superposition quantique,
Eh bien, l'idée, bien sûr, c'est que nous allons pouvoir encoder l'information non plus sur un chemin, mais sur plusieurs chemins à la fois, et finalement explorer tout le labyrinthe en parallèle de manière globale. Et vous voyez ici la puissance de la superposition quantique qui, bien sûr, nous donne l'idée que nous pourrions ainsi trouver la solution de manière beaucoup plus efficace. Alors cette image est très belle et elle illustre vraiment la puissance de la superposition quantique, mais elle n'est pas suffisante. Car en effet, et je l'illustre ici, si l'épaisseur, l'intensité de mon trait de crayon ici, qui montre le chemin de mon personnage dans le labyrinthe, quand je dilue l'information, la probabilité d'explorer le labyrinthe sur toute la surface du labyrinthe, eh bien, je réduis la probabilité que mon personnage sorte vers la sortie. Donc pour réellement gagner avec le principe de superposition, nous allons devoir utiliser plusieurs particules que nous allons mettre dans des états superposés, plusieurs bits d'information quantique. Et notre travail, le travail des gens qui développent des algorithmes quantiques, sera d'utiliser l'intrication pour faire émerger, dans le cadre de cette exploration parallèle, le chemin qui mène vers la sortie. Cet ordinateur quantique, comme je l'illustre ici, vous imaginez qu'il peut permettre de résoudre des problèmes très compliqués, et en fait des problèmes, quand la taille devient très grande, qui sont inaccessibles aux meilleurs ordinateurs actuels. Ce sont par exemple des problèmes de logistique, ou le développement de nouveaux matériaux, des nouvelles molécules pour la chimie ou pour la biologie, ou de nouveaux matériaux pour certaines applications très précises. Il s'agit également de coupler un processeur quantique avec des processeurs classiques pour faciliter, par exemple, l'apprentissage automatique dans des protocoles d'intelligence artificielle. Ou également d'optimiser des flux, comme ceux de véhicules, par exemple, autour d'une mégapole. Vous imaginez bien, avec l'image que je vous ai donnée, que pour programmer ces machines, il va falloir développer des nouveaux algorithmes. Et ça a été le sujet de la chaire annuelle de Frédéric Magnier, ici au Collège de France, il y a quelques années. J'ai pris ici un exemple emblématique qui s'appelle l'algorithme de Shor, qui a véritablement lancé le domaine du calcul quantique. L'algorithme de Shor trouve une solution extrêmement efficace pour factoriser des grands nombres, comme celui-là, en facteur premier. Cette factorisation en facteur premier, ou plutôt l'incapacité des ordinateurs actuels à factoriser des grands nombres premiers, est au cœur de tous nos systèmes d'encryption. C'est cette incapacité qui nous garantit les clés d'échange quand nous faisons des opérations bancaires, par exemple. Et donc cet algorithme de Shor, qui bien sûr nécessite un grand nombre de qubits, des millions de qubits et de très grande qualité, a contribué au lancement d'autres applications avec les technologies quantiques, qu'on appelle les communications quantiques. Un temps fort de ces études sur les communications quantiques a été réalisé en 2017, quand la Chine a réalisé des communications quantiques, et plus précisément des échanges de clés cryptographiques à partir d'un satellite. Ils ont utilisé la fameuse source de photons intriqués que je vous ai présentée tout à l'heure, et ils ont envoyé ces photons à 2 points sur le sol, distants de milliers de kilomètres, et sur le sol, les récepteurs mesurent les états des photons. Et les résultats possibles, définis par les lois de la mécanique quantique, c'est de trouver tous les 2 photons bleus, ou les 2 photons verts, ou les 2 photons dans une superposition de bleu et de vert, mais exactement la même. La mécanique quantique nous dit que l'observation d'un photon bleu et l'autre dans une superposition de bleu et de vert est impossible. Et si ce résultat est observé, nous donne par exemple une indication que peut-être la communication a été espionnée. Ce domaine des communications quantiques est en plein essor, et notamment avec le développement de réseaux de communication dans tous les continents. Le plus impressionnant probablement est celui développé en Chine, qui atteint aujourd'hui 10 000 km, à la fois sur le sol avec des fibres optiques et par satellite. Ce n'est bien sûr pas le seul domaine d'application des communications quantiques. Et un autre exemple très important, c'est notre capacité à mettre des ordinateurs quantiques en réseau pour décupler les puissances de calcul. On sait aujourd'hui que les ordinateurs quantiques que nous fabriquerons auront une taille limitée et que pour augmenter la puissance de calcul, nous devrons intriquer, coupler plusieurs de ces ordinateurs via des réseaux de communication quantique. La dernière application de ces technologies quantiques que je vais mentionner ce soir, c'est tout ce qui concerne le domaine des capteurs. Les capteurs, ce sont tous ces objets qui sont présents tout autour de nous en permanence et qui permettent de mesurer la pression, la température, la concentration, le champ magnétique, le champ électrique, etc. Je prends ici 2 exemples emblématiques. Le premier, ce sont des capteurs à base de nanoparticules de diamant. Ces nanoparticules de diamant qui sont fonctionnalisées pour avoir en leur sein un nano-aimant extrêmement sensible
que l'on peut positionner ici sur une pointe AFM, une pointe à force de microscopie à force atomique. Et ici, vous voyez une image qui vous montre la mesure du champ magnétique sur ce matériau très spécial. Nous voyons des champs qui s'inversent très régulièrement avec une précision de l'ordre de la dizaine de nanomètres. Ce qui est beau dans cette illustration, c'est que ces nouvelles technologies quantiques qui sont en cours de développement servent ici à faire de nouvelles études de recherche fondamentale. Un autre exemple de capteur quantique, en fait plutôt de microscopie optique quantique que j'ai choisi, c'est de vous montrer ici ces images de tissus biologiques. Quand on fait une image au microscope optique d'un tissu biologique, on se heurte assez rapidement au franchissement de couches biologiques trop épaisses qui rendent l'image floue, comme vous voyez ici à gauche sur cette image d'une abeille. Les chercheurs de cette publication ont montré qu'en envoyant maintenant des photons intriqués plutôt que simplement de la lumière, et en utilisant le fait que les propriétés de ces photons sont corrélées, eh bien, ils peuvent corriger les images et restituer ici une image nette. J'ai ici illustré une partie des applications envisagées dans le cadre de la seconde révolution quantique. Il est fort probable que de nombreuses autres émergeront au fil des années, donnant lieu à un impact dans de nombreux domaines de notre société. Dans la dernière partie de mon exposé, je vais maintenant vous donner un aperçu des travaux de recherche que nous menons dans mon équipe depuis une vingtaine d'années et qui nous ont conduits progressivement à contribuer au développement des technologies quantiques. Nous nous intéressons donc aux photons, le grain de lumière que j'ai mentionné au tout début de mon exposé. Et la question que l'on se pose, c'est comment générer ces photons à la demande. Appuyer sur un bouton, obtenir un photon. Si l'on regarde comment les photons, les grains de lumière sont émis dans différentes sources de lumière, comme celle qui éclaire cet amphi, ou comme la bougie, eh bien ce que nous allons trouver, c'est que ces photons sont émis un petit peu comme l'eau par ce seau placé sur un axe. Ce seau placé sur un axe ne va déverser son eau que quand il sera assez plein. Eh bien, les sources de lumière classiques génèrent des photons par paquet, beaucoup de photons, puis plus de photons, puis beaucoup de photons, etc. Une autre source de lumière que nous connaissons tous bien, c'est le laser. Et ici, la bonne image pour se représenter comment la lumière, comment les photons sont émis dans un laser, c'est l'image de la pluie. Les gouttes d'eau qui tombent de manière complètement indépendante et décorrélées les unes des autres, tantôt une, tantôt zéro, tantôt 3, etc. Vous voyez que ces deux types de sources ne peuvent en aucun cas se comporter comme des systèmes qui émettent un photon à la fois. En fait, on sait depuis les années 70-80 du siècle dernier que le système naturel qui émet des photons, c'est un seul atome. Si vous êtes capable de piéger un atome dans l'espace, de lui donner de l'énergie, cet atome va vous restituer son énergie sous forme de photons. Alors cet atome, si je le représente ici, vous lui donnez de l'énergie et il la restitue sous forme de photons. Malheureusement, ce photon va être émis dans toutes les directions de l'espace. C'est une magnifique illustration de la dualité onde-corpuscule. C'est un grain de lumière élémentaire émis dans toutes les directions de l'espace. Et cette émission isotrope est très compliquée pour l'expérimentateur qui essaye d'attraper ce photon et qui finalement va avoir une très faible probabilité de le capturer pour pouvoir l'étudier. Alors il existe une solution à ce problème qui a été proposée par Purcell en 1946. Dans cet article dont je vous montre ici l'intégralité en une vingtaine de lignes, Purcell nous explique que l'on peut changer la façon dont un atome émet la lumière si nous le plaçons par exemple entre deux miroirs. Deux miroirs qui se font face, c'est une expérience que nous faisons tous dans un ascenseur en voyant notre reflet se refléter un grand nombre de fois. C'est la lumière qui fait un grand nombre d'allers-retours, c'est finalement une caisse de résonance pour la lumière. Nous avons ainsi une augmentation de l'énergie lumineuse au centre de la cavité, nous appelons ça une cavité, de la caisse de résonance. Et ce que nous dit Purcell, c'est que si nous mettons notre atome à l'endroit où l'intensité lumineuse est la plus grande, eh bien nous allons pouvoir forcer l'atome à émettre dans une direction précise. Et si nous faisons les choses bien, nous allons pouvoir même collecter très efficacement ces photons, les envoyer dans une fibre optique pour pouvoir ensuite les utiliser. Alors ce système de mettre un atome entre deux caisses de résonance, c'est maintenant quelque chose que nous faisons couramment dans les laboratoires, aussi bien avec des atomes qu'avec des atomes artificiels. Je vous montre ici à gauche une expérience réalisée dans le groupe du professeur Gerhard Rempe à Garching, où il piège toujours avec des pinces optiques un atome placé entre deux miroirs.
les deux miroirs font des tailles de l'ordre du centimètre. Eh bien, ce que nous faisons dans mon équipe, avec tous mes collaborateurs, c'est la même expérience, mais avec des atomes artificiels fabriqués avec les outils de la microélectronique. Pour cela, nous utilisons une salle blanche, comme vous voyez ici. C'est une salle dont on a retiré toutes les poussières de taille micrométrique ou nanométrique que l'on ne peut pas se permettre d'avoir quand on essaye de sculpter la matière justement à l'échelle micro et nanométrique. Et nous utilisons un grand nombre de machines pour sculpter la matière et puis d'autres pour l'élaborer, comme cette machine d'épitaxie par jet moléculaire qui nous permet de faire croître les matériaux avec un contrôle atomique. Je vous montre à nouveau une image obtenue par un microscope électronique à transmission où vous voyez les petits points lumineux qui sont la présence des atomes. Et j'espère que vous voyez qu'on change de matériaux. On a ici fait croître de l'arsenure de gallium et ici de l'arsenure d'aluminium. Alors je vous aide avec un guide pour les yeux. Nous avons empilé ici des matériaux des couches atomiques de matériaux différents. En faisant cela, en alternant des matériaux de nature différente, nous sommes capables de fabriquer des miroirs extrêmement réfléchissants. Alors ce procédé est tout à fait analogue à celui qu'on utilise pour faire des couches anti-reflets sur vos lunettes. Bien sûr, là, ce que l'on veut, ce n'est pas des couches anti-reflets, c'est des couches très réfléchissantes. Avec ces empilements de matériaux, on peut donc mettre deux miroirs qui se font face et créer la caisse de résonance pour la lumière. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est placer un atome au centre de cette caisse de résonance. Alors vous avez vu, les matériaux que nous utilisons ici sont faits de milliards et de milliards d'atomes. Donc l'atome que nous allons placer au centre de cette caisse de résonance n'est pas simplement un atome, mais un atome artificiel. Ce sont ce qu'on appelle des boîtes quantiques semi-conductrices qui ont été inventées, vues pour la première fois en 1985. C'est l'anniversaire cette année des 40 ans. Vous voyez ici toujours une image au microscope électronique à transmission. Vous voyez, j'imagine, oui, une petite forme de nanolentille. Vous avez une nanolentille qui fait quelques dizaines de nanomètres de large et quelques nanomètres d'épaisseur. Vous voyez le même objet avec un autre type de contraste ici. Ces objets, réalisés pour la première fois en 1985, il a été montré en 1994 qu'ils se comportaient comme des atomes artificiels et on sait depuis l'année 2000 qu'ils émettent des photons un par un. En insérant ces atomes dans des caisses de résonance que je vous ai présentées juste avant, il a été possible dans les années 98-2001, de mettre en évidence cette capacité à forcer les atomes à émettre dans une direction précise. Ces travaux pionniers ont été réalisés en particulier par Jean-Michel Gérard et Glenn Solomon. Ces démonstrations nous ont donc confortés dans l'idée qu'on pouvait forcer l'atome à émettre dans une direction précise et donc pousser nos études plus loin. Et donc j'ai rejoint le domaine à cette époque-là. Nous faisions face alors à un défi technologique majeur qui est illustré ici, c'est que ces atomes artificiels, eh bien, nous sommes incapables de contrôler leur position. En fait, quand on essaye, il se trouve qu'ils ne sont plus aussi beaux que ce que l'on a quand on les laisse se former de manière naturelle. Ainsi, pour placer un atome dans une caisse de résonance, ce que nous faisions à l'époque, c'était fabriquer des milliers de composants, tester et espérer en trouver un qui fonctionne. Ce qui pose des problèmes de reproductibilité, qui est un des piliers de la science, et puis qui nous bloquait pour faire des études systématiques. Alors c'est ce problème que j'ai d'une certaine façon résolu en 2005 en inventant une technologie qui permet de mesurer la position de l'atome artificiel en mesurant son émission et puis de réaliser ce qu'on appelle une technologie de lithographie à très basse température, à moins de 169 degrés. Je vous montre ici une caisse de résonance optique que nous fabriquons chez Candela. Vue de haut, elle a une forme un petit peu différente puisque maintenant nous avons rajouté d'autres fonctionnalités. Et en son centre, vous voyez ici l'émission de cet atome artificiel positionné au centre de la cavité. Ainsi, depuis 2010, nous fabriquons dans le laboratoire, nous étudions des systèmes d'atomes dans des caisses de résonance qui émettent des photons de manière très efficace. Nous avons commencé à être contactés par une autre communauté scientifique, les scientifiques qui développaient les technologies quantiques à base de lumière. Ils étaient intéressés par nos travaux car nos sources étaient beaucoup plus efficaces que les leurs. Et finalement, quand ils essayaient de faire des calculs quantiques avec des photons, ils étaient limités à 3-4 particules. Mais ils nous ont aussi expliqué à l'époque, dans les années 2010-2013, que nos photons n'étaient pas encore d'assez bonne qualité pour eux. Et il fallait qu'on améliore encore. Et en fait, ce qu'il fallait améliorer, c'est le problème que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est le problème de lecture
involontaire du système. Il nous a fallu travailler, dans les années qui ont suivi, à isoler notre système de son environnement, à isoler notre atome artificiel des vibrations magnétiques, électriques et des vibrations acoustiques. Et nous avons finalement réussi, en 2016, à obtenir des sources de photons émis dans un état quantique superposé très pur, qui était intéressant à partir de ce moment-là pour développer des technologies quantiques. C'est ainsi que nous avons décidé, avec Valérian Gies et Niccolò Somaschi, de créer Candela en 2017 pour mettre ces sources de photons à la disposition de la communauté scientifique. Nous avons réalisé un travail d'ingénierie très complexe pour transformer cet objet de laboratoire en un système utilisable par tout ingénieur qui ne veut pas savoir comment le système fonctionne. C'est un exercice très compliqué avec ces genres de technologies qui est réalisé aujourd'hui avec beaucoup de systèmes. Et puis petit à petit, donc, nous avons commercialisé ces sources dans de nombreux laboratoires académiques au niveau international, mais petit à petit, nous avons compris que l'écosystème du quantique changeait avec justement ce qu'on appelle le boom maintenant des technologies quantiques, où nous avons compris que le développement de l'ordinateur quantique ne se ferait plus dans les laboratoires et qu'il fallait en fait des moyens plus grands, ceux que l'on peut avoir dans un domaine industriel. Et c'est ainsi qu'à partir de 2020, nous avons décidé de réorienter les activités de Candela qui continuent à fournir des sources de photons uniques, mais qui dorénavant développent ses propres solutions de calcul quantique photonique. Je vous montre ici le principe de fonctionnement de cet ordinateur quantique qui part de ces sources de lumière qui donc envoient des photons qui sont répartis ensuite dans différents chemins. Ils arrivent sur une puce de photonique intégrée où les photons se propagent et se croisent sur différents chemins. En se croisant, ces photons s'intriquent les uns avec les autres. En contrôlant la transformation réalisée par cette puce photonique intégrée, on peut changer le calcul que l'on fait et finalement on détecte les photons pour avoir la réponse au calcul que nous avons programmé. Alors je vous montre ici une vidéo dont les équipes de Candela et moi-même sommes très fiers, qui est la machine qui a été installée il y a à peu près un mois, je crois, dans le centre de calcul intensif du CEA dans le sud de la région parisienne. Vous voyez ici les équipes de Candela assembler cette machine Lucie qui comporte 12 qubits. Vous voyez les ingénieurs donc arriver sur le centre du CEA. Cette machine est dans un système de type crack, exactement comme ce que vous trouvez dans un centre de calcul intensif. Les tiroirs comportent des systèmes de cryogénie, de fibres, de manipulation de la lumière. Et finalement, en quelques jours, ils ont installé cette machine qui est maintenant, qui va bientôt être mise sur le réseau pour la communauté du calcul intensif. Un des enjeux, bien sûr, c'est d'augmenter le nombre de qubits. Bien sûr, l'ordinateur quantique avec 12 qubits, même s'il représente l'état de l'art international pour la lumière, ne va pas avoir des performances plus grandes que les meilleurs supercalculateurs actuels. Et tout l'enjeu, c'est d'augmenter la capacité de calcul en augmentant le nombre de photons que nous pouvons manipuler. Alors, j'arrive vers la fin de la partie scientifique de mon exposé. Je vais quand même donner un dernier exemple scientifique parce que je ne veux pas vous laisser avec l'idée que nous avons fait un chemin de recherche dans lequel nous avons développé un composant que nous appliquons aujourd'hui dans une compagnie et que l'histoire serait finie. Vous avez bien compris depuis le début que je parle de cycle d'innovation, d'application, de recherche. Et donc grâce au laboratoire commun que nous avons inauguré l'an dernier entre mon laboratoire de recherche et Candela, eh bien en fait la recherche va beaucoup plus vite. Grâce aux composants que Candela fabrique pour nous, nous sommes capables maintenant de mener des recherches très poussées et d'aller beaucoup plus loin. Et donc je vous montre ici un exemple de résultat très important que nous avons réussi à obtenir ces 2 dernières années, qui est non plus la génération de photons uniques comme avant avec notre composant, mais des guirlandes de photons, puisque nous nous approchons des fêtes de fin d'année. Une douzaine de photons qui ne sont plus simplement émis, mais qui sont, comme le représentent ces traits, intriqués les uns avec les autres. Ces objets sont notre capacité à générer ces photons est un enjeu majeur pour nous, pour passer à l'échelle, pour augmenter le nombre de qubits dans nos ordinateurs, et puis pour aborder ce que nous appelons la correction d'erreurs. Et puis, je partage ici ce visuel qui illustre notre vision de l'ordinateur du futur que nous allons construire. C'est une première architecture que nous envisageons qui
s'appuie sur notre capacité, puisque nous utilisons les matériaux semi-conducteurs, à fabriquer un grand nombre de composants et à encoder l'information à la fois sur les atomes et sur les photons, de manière à optimiser tout cela. Je vais maintenant terminer cette présentation en prenant quelques minutes pour témoigner d'un parcours et remercier les équipes qui y ont contribué et y contribuent aujourd'hui. Et en premier lieu, je vous présente ici les équipes côté recherche académique au Centre de nanosciences et nanotechnologies. Vous reconnaissez que je les ai emmenés visiter le radiotélescope de Nancy l'an dernier. Et les équipes également de côté Candela. Alors je vais commencer mes remerciements en remerciant très sincèrement Valérie Angiès et Nicolo Soumaski, qui m'ont littéralement embarqué dans l'aventure de la création d'entreprises. Ceux qui me connaissent savent que combien franchir ce pas n'était pas naturel pour moi. Pourtant, depuis 8 ans, cette expérience est l'une des plus transformantes et enthousiasmantes de ma carrière. Je remercie également très chaleureusement toutes les personnes qui font aujourd'hui Candela, des ingénieurs et scientifiques aux investisseurs qui nous soutiennent. Cette aventure éminemment pluridisciplinaire me permet d'apprendre au quotidien, au contact de nombreuses personnes talentueuses et très modestes. C'est une recherche tout aussi collective que nous menons côté académique. Un mot tout d'abord pour tous les personnels de la salle blanche et des services du C2N, notre laboratoire, sans qui rien ne serait possible. Je tiens aussi à exprimer toute ma reconnaissance pour mes proches collaborateurs, chercheurs brillants avec qui j'ai la chance de travailler au quotidien. Loïc Lanco, Olivier Krebs, Dario Fiorietto, Aristide Lemaître, Isabelle Sagne. Je salue également tous les doctorants et postdoctorants qui ont apporté ou apportent leur pierre à l'édifice avec intelligence, enthousiasme et énergie. Je suis très touchée que certains des anciens aient décidé de faire un long trajet pour être là ce soir avec moi. Au fil des années, mon chemin s'est également nourri de nombreuses collaborations passionnantes. Sans pouvoir toutes les citer, je vais quand même mentionner la chance que j'ai d'avoir pu travailler, ou de travailler encore, avec Jacqueline Bloch, Paul Voisin, Daniel Kimura, Karine Gautron, Jean-Michel Girard, Alexia Aufèvre ou Maria Maffei. Au niveau international, je veux absolument mentionner Andrew White, Fabio Schiarino, Roberto Aizelame et Agai Heisenberg. Merci enfin à Glenn Solomon, qui a littéralement traversé la planète pour être ici ce soir, à Raled Karaï et Andrew White. Ces 3 personnes sont des amis de physique de longue date qui m'ont encouragé au début de ma carrière quand les conférences internationales m'intimidaient tant et puis guidé à différentes étapes de mon parcours. Ils ont été pour moi de véritables grands frères en sciences. Me trouver devant vous ce soir relève pour moi de tout ce qu'il y a d'improbable, tant la distance qui sépare notre centre de gravité familial et le Collège de France est grande. Ce centre de gravité familial, c'est le petit village de Quincy dans le Cher, où mes grands-parents, mes oncles et aujourd'hui ma cousine ont exercé et exercent le noble métier de vigneron. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois à la notion de capital culturel. Pourtant, il n'y a aucune variable cachée pour expliquer mon parcours. Le radiotélescope de Nancy était sur la route de nos week-ends en famille, et c'est ainsi que j'ai tenté ma chance pour effectuer mon stage de 3e. Le directeur de la station de l'époque, M. Gérard Cordeil, m'y a accueilli non seulement pour ce stage, mais pour de nombreux stages pendant les 5 années qui ont suivi. Je dois énormément aux techniciens et ingénieurs de la station qui m'ont patiemment initiée, alors que j'étais adolescente, à l'électronique, la programmation et même l'observation. J'ai une pensée également pour mes oncles et tantes de région parisienne qui ont un jour apporté lors d'une fête de famille un article du journal Le Monde qui vantait les performances du lycée Louis-le-Grand pour préparer les meilleurs élèves au concours de l'école polytechnique ou de l'école normale supérieure. Je me rappelle très bien des discussions familiales qui ont suivi et ont, sans que je le réalise alors, scellé la suite de mon parcours. Reconnaissance également envers mon professeur de mathématiques de première, M. Dupire, qui m'a conseillé de postuler au programme de bourse pour la vocation scientifique féminine. Ce concours national, dont j'ai retrouvé la trace par ce décret, proposait de soutenir 50 lycéennes passionnées de sciences et désireuses de poursuivre des études supérieures sans nécessairement en avoir les moyens financiers. Déjà à l'époque, la présence des femmes dans les domaines des sciences était très faible. Décrocher une de ces bourses m'a permis de rejoindre Paris, le lycée Louis-le-Grand, et de découvrir un monde totalement nouveau.
À l'école polytechnique, puis à l'école normale supérieure pour mon DEA, j'ai eu la chance de suivre des cours de professeurs extraordinaires comme Jean-Louis Badevant, Jean Dalibard, Claude Fabre, Serge Haroche, Alain Inspey, Claudine Hermann, Gérald Bastard ou encore Claude Weisbuch. Je veux enfin souligner l'accueil chaleureux qui m'a été fait en thèse dans une équipe d'une intelligence et d'une bienveillance rares, où je me suis sentie immédiatement à ma place avec Jacqueline Bloch, Jean-Yves Marzin, Richard Panel et Véronique Thierry-Mig. Je remercie de tout cœur mes proches et mes amis. Je suis ravie que certains aient pu partager ce moment avec moi ce soir. Mention toute spéciale pour mon compagnon, Jean, qui me soutient à chaque étape, partage sans compter son énergie et son humour décalé, et compose avec mon besoin éternel d'être assuré. Petit mot pour mes 3 enfants, nos 3 lumières, qui nous ont permis toutes ces années d'être ancrés dans le réel, malgré la part importante prise par nos métiers passion. Aujourd'hui, jeunes adultes, ils nous impressionnent par l'intelligence de leur regard sur le monde, nous inspirent par leurs engagements. Mention toute spéciale aussi pour leur formidable capacité à nous rappeler qu'on ne peut pas être sérieux tout le temps. Tous 3 s'interrogent sur la pertinence des développements technologiques, sur la transformation de leur monde, notamment par l'intelligence artificielle. Et ils s'inquiètent, à juste titre, de ce qui se passerait si un ordinateur quantique venait à décupler encore ses capacités de calcul. Quel impact pour nos sociétés? Quel impact pour notre planète? Ces questions me mettent en tension. Et comme tout scientifique, je ne suis pas capable d'anticiper les usages technologiques des technologies auxquelles je contribue de développer. Malgré tout, au regard du potentiel disruptif des technologies quantiques, il me semble impossible de ne pas apporter ma pierre à une certaine souveraineté technologique européenne, en particulier dans le contexte géopolitique actuel. Je veux maintenant témoigner de ma profonde gratitude envers ma mère, institutrice, qui a incarné tout ce que l'école de la République peut offrir dans une éducation. Son exigence n'avait d'égal que la confiance qu'elle plaçait en moi. Mon parcours doit beaucoup à l'extraordinaire résilience dont elle a fait preuve lorsque, durant mon adolescence, la bipolarité de mon père nous a projetés dans le chaos. Je suis infiniment heureuse qu'elle soit ici ce soir pour partager ce moment avec moi. Je terminerai enfin par évoquer la mémoire de mon père, que je sais être très fier ce soir, et qui a partagé avec moi son goût de la technologie. Engagé dans l'armée à 16 ans pour y apprendre le métier de technicien, il avait ensuite rejoint IBM. Alors, le métier d'électricien, il avait ensuite rejoint IBM comme technicien. Je me souviens de sa fierté d'avoir participé à son échelle à l'aventure du développement de l'informatique classique. Dans les années 60, il avait ainsi fait découvrir à ma mère son ordinateur. Une des toutes premières machines, probablement comme celle-là, d'IBM, qui remplissait alors une pièce entière et qui l'alimentait avec des cartes perforées. Il me semble parfait, pour conclure cette leçon, de se rappeler cette époque où les ordinateurs étaient des machines étranges, accessibles seulement aux sociétés les plus puissantes comme la NASA. Il est bon aussi de se souvenir qu'au début des années 60, les astronautes de la NASA demandaient à ce que les calculs soient vérifiés à la main, parce qu'ils ne faisaient pas véritablement confiance à ces machines. À bien des égards, nous pouvons voir des analogies entre cette époque et celle que nous vivons aujourd'hui. Qui aurait pu imaginer alors le monde de l'information dans lequel nous vivons maintenant? Ainsi, s'il convient d'être prudent sur l'apport de la deuxième révolution quantique, ne devons-nous pas simplement reconnaître qu'il est très difficile, voire impossible, d'imaginer où nous mèneront ces développements technologiques demain? Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.